Bonsoir ou bonjour, suivant l'heure où tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va avoir son importance, euh, comme la vidéo sur l'aspect critique, c'est finalement, comme c'est marqué dans le titre d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait un bon plan en AGGSP? C'est important parce que si vous n'avez pas un bon plan, vous risquez d'aller au casse-pipe, c'est-à-dire au hors-sujet. Et s'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est le hors-sujet, c'est de réussir justement à être bien dans le sujet du début à la fin. Donc voilà, faire un bon plan en AGGSP. Alors, d'une part, faire un bon plan, c'est dans les critères de réussite. On le voit ici, que ce soit pour la dissertation, on parle de mettre en relation des faits, des événements, etc., de construire une argumentation. Une argumentation est toujours organisée. Et un plan, c'est une proposition d'organisation pour répondre à un sujet donné. Donc, bien sûr qu'on est dedans. Mais également dans l'étude critique de documents, on parle bien de conduire une démarche et une argumentation, problématique et plan. Et là aussi, c'est important. Pareil, lorsqu'on parle de comprendre le sens général de la consigne et du sujet proposé, ben finalement, on a compris la consigne et le sujet. Si on apporte une réponse à cette consigne et à ce sujet qui est logique, qui est cohérente. Alors, qu'est-ce qu'un bon plan? Un bon plan, c'est un plan qui répond à la problématique, qui elle-même répond au sujet. Il doit être logique pour vous et pour le correcteur. C'est pour ça qu'il faut, d'avant de faire le plan, bien sûr, impérativement au brouillon pour éviter leur sujet, définir les mots-clés du sujet, l'importance des mots de liaison, s'il y a un est, s'il y a un depuis, on y reviendra. Et ensuite, vous notez toutes les connaissances finalement qui sont en lien avec le sujet qui est proposé, les exemples, les chiffres, etc. Éviter les grandes phrases. Lorsqu'on est dans le cas d'une étude de document, ben, il faut pas oublier évidemment de se baser sur le document aussi, c'est logique. Et ensuite, pour pouvoir les classer dans un plan. Par exemple, dans l'étude de document, vous pouvez pas vous dire, ah bah tiens, ça peut être sympa de faire une autre partie, sauf qu'il n'y a aucune citation dans les documents qui permet de faire ça. Donc on évite. Un bon plan, il doit également comporter des sous-parties, c'est-à-dire des divisions, qui comportent elles-mêmes des arguments et des exemples, avec des références aux documents si vous êtes dans le cas d'une étude de document. Donc le plan, il est toujours en 2 ou 3 parties, surtout pour, en général, on préfère le plan en 3 parties, mais bon, vous prenez pas la tête avec ça, parce que si c'est pour faire un plan en 3 parties avec une troisième partie qui est un peu, on sait pas trop pourquoi elle est là, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, faut mieux éviter. Dans celle-ci, on a elle-même des divisions en 2 ou 3 sous-parties. Un bon plan, c'est un plan qui est équilibré entre les différentes parties. Par exemple, si la première partie, elle fait une page, et ben la deuxième, elle fera environ à peu près une page aussi, et la troisième, à peu près une page. Je dis bien à peu près, parce que on n'est pas à 5 lignes près, hein, qu'on soit clair. Mais si la première partie fait une page et la seconde 3 pages, là, votre plan il est déséquilibré, c'est pas bon. Également, lors d'un bon plan, vous ne vous répétez pas. C'est-à-dire que, par exemple, vos connaissances, si vous avez mis des connaissances à un moment donné, ben, vous ne devez pas les remettre à un autre moment, sinon c'est que votre plan il est mal fait. Et si vous avez cité tel endroit du document à un moment donné, vous ne pouvez pas rebalancer à un autre moment la même citation. Ça ne marche pas. Attention, c'est pas parce que vous traitez votre sujet différemment que votre voisin ou que votre prof que votre plan il est mauvais. Parfois, plusieurs plans sont possibles sur un même sujet du moment qu'ils respectent les critères définis auparavant. Il y a plusieurs bons plans pour un même sujet, c'est très important de le dire. Et j'y reviendrai aussi, et éviter que vous preniez trop la tête, entre guillemets, pour la conception du plan. Attention, un bon plan, c'est aussi un plan où, grâce aux cours et éventuellement les documents, vous avez des choses à dire. Alors, ça peut paraître fou, mais c'est ce que je disais, j'en ai parlé rapidement avant. Vous pouvez avoir des bons plans, hein, qui soient super adaptés au sujet donné, mais vous n'avez rien à dire. Donc, du coup, c'est pas bon, en fait, parce que vous n'avez rien à dire. Quels sont les différents types de plans? Donc là, on va passer un petit peu plus longtemps là-dessus et voir comment est-ce que ça pourrait s'appliquer en essayant à chaque fois d'avoir une problématique qui répond au plan et vice-versa, en fait, tout simplement parce que les deux fonctionnent ensemble. On va prendre un sujet qui est ma vie à moi. Voilà, par exemple, bon, j'ai inventé certaines choses, hein, mais c'est réellement pour voir,
pour que vous puissiez voir comment s'appliquent les différents types de plans pour un sujet qui est donné. Attention, parfois le sujet est posé sous forme de questions et cela vous donne donc des indications sur le plan à suivre. Parfois même le plan est indiqué dans la consigne, alors ne vous embêtez pas, lisez bien le sujet, si la manière dont il est posé, et parfois le plan est marqué dessus, alors ne vous embêtez pas et suivez le plan qui est marqué. Premier point, le plan chronologique. Donc c'est surtout utilisé pour les sujets qui témoignent d'une évolution à travers le temps, qui comportent évidemment des césures chronologiques, c'est-à-dire des dates clés, pour passer d'une période à une autre. Par exemple, ici, on pourrait dire comme problématique, comment est-ce que ma vie elle a évolué depuis ma naissance? Voilà, tout simplement. Là, on a le mot évoluer, on a le mot depuis. Et mon plan, ce serait parler par exemple de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'adulte, tout simplement. Là, on a bien un plan chronologique qui suit le temps. Attention, lors d'un plan chronologique, vos périodes ne doivent pas avoir forcément les mêmes durées. L'essentiel est toutefois que vos parties soient équilibrées comme on l'a dit. Par exemple, ici, mon enfance, là, entre 0 et 12 ans, on a 12 ans. Entre 12 ans et 18 ans, on a 6 ans. Et entre ma vie d'adulte, on a un certain nombre d'années que je ne dirais pas ici, mais on n'a pas forcément les mêmes périodes chronologiques en termes de temps, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant mon adolescence ça justifie le fait que j'en parle plus par rapport au temps qui est donné que mon enfance, etc. Donc, lors d'un plan chronologique, il ne faut pas vous dire faut que chaque période doit faire 10 ans, par exemple. En fait, c'est le message que je veux vous transmettre ici. Le plan dialectique, c'est le fameux plan en oui, non, ou qu'on appelle aussi en philo thèse, antithèse, synthèse. On dépasse un petit peu le sujet. Si c'est possible de faire une troisième partie, ce n'est pas tout le temps le cas. En fait, on l'utilise souvent lorsqu'on parle des limites d'un sujet qui est posé. Voilà. Les limites de la métropolisation, j'en sais rien. Donc la problématique, ce serait, puisque là, on est souvent dans le cas d'une question fermée, ai-je une vie heureuse? Voilà. Et là, du coup, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai une vie heureuse parce que j'ai des moments de bonheur, mais dans le même temps, j'ai traversé des épreuves dans lesquelles j'étais malheureux. Et dans une troisième partie, le fait que surmonter ces fameuses épreuves, ces difficultés, ça rend finalement heureux. Là, on est en plein dans un plan dialectique. Le plan factuel, donc, qui se prête pour qualifier un événement précis. On en dresse les causes de l'événement, on part de l'événement lui-même et ensuite ses conséquences. Après, vous pouvez bien sûr faire des mélanges, on y reviendra, c'est-à-dire mettre les causes et l'évolution de l'événement au même moment et ensuite les conséquences dans une autre partie. Il y a un petit peu une idée chronologique dans le plan factuel, puisqu'il y a l'idée de avant, l'événement, pendant et après. Par exemple, en quoi ma vie a-t-elle bouleversé l'histoire de l'humanité? Voilà, donc on pourrait parler par exemple des circonstances de ma naissance et de ma jeunesse, voilà. Me dire que ma vie d'adulte a été réellement extraordinaire, hein, et que j'ai laissé derrière un héritage pour l'humanité. Donc on est bien dans les causes, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai atteint cette vie qui sera extraordinaire. Ensuite, ce qui s'est passé en lui-même, l'événement qui est important, c'est important de le dire. Et enfin, les conséquences, c'est-à-dire l'héritage que je laisse. Le plan analytique, il y en a plusieurs formes. Là, on va parler d'un plan en AGGSP. Ça ressemble un petit peu dans un plan factuel, mais en plus complexe. En général, c'est sur un concept, par exemple métropolisation, patrimonialisation, ou alors des sujets où on présente le passage d'un processus à un autre. L'idée, c'est de faire un constat, de voir comment est-ce que le sujet en question, ça constitue une sorte de défi, un enjeu, et éventuellement de voir comment ça s'applique à différentes situations. Par exemple, comment ma vie peut-elle être épanouissante? C'est ça que j'ai mis, hein. Et le plan qu'on pourrait faire, c'est de voir les grandes caractéristiques de ma vie, un constat très général, voilà, rien de spécial, que ma vie, elle est remplie de défis, hein, à droite, à gauche, et que ma vie, elle s'adapte finalement à monde autour de moi. Voilà. Bon, après, ici, dans le cas de figure du sujet qui est sur ma vie, ce plan-là est un petit peu spécial. On voit que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on y reviendra un petit peu plus tard avec des exemples précis. Le plan scalaire, c'est-à-dire le plan à plusieurs échelles par effet de zoom et de dézoom. C'est un plan qui est très classique en géographie. L'échelle
on dira l'échelle la plus grande, entre guillemets, la plus importante à la plus petite. On va en fait du plus grand au plus petit, du général au particulier. En général, c'est comme ça qu'on procède. C'est plus souvent du général au particulier que du particulier au général. Par exemple, pourquoi ma vie a-t-elle été impactante? Alors, à l'échelle mondiale, globalement, mon influence, elle reste à relativiser, hein. Je n'ai pas influencé le monde entier. Mais je suis, par exemple, une personnalité reconnue au Burundi. C'est possible, c'est-à-dire qu'on me reconnaît dans la rue, hey, ça va? Mais à l'école française de Bujumbura, je suis une star. Si bien qu'on l'a appelé l'école française de Bujumbura avec mon nom et mon prénom. Donc là, on a bien un plan à différentes échelles par effet de zoom, en fait, au fur et à mesure. Le plan thématique, donc comme son nom l'indique, il s'agit de reprendre les différents thèmes les plus importants du sujet. Par exemple, est-ce que j'ai une vie heureuse? J'ai fait exprès de reprendre, vous voyez, une question à la base où on dirait que c'est un plan dialectique pour vous montrer que pour les mêmes questions, il peut y avoir différentes réponses. Je pourrais montrer par exemple que ma vie familiale, elle était tourmentée, elle n'était pas extraordinaire, elle était difficile. Par contre, que j'ai une vie amoureuse extraordinaire, que je me suis marié, j'ai eu des enfants, il n'y a jamais eu d'histoire avec ma femme, etc. Et que ma vie professionnelle, c'est mitigé. Voilà. Là, globalement, j'ai fait un plan thématique. Vous le voyez ici, il y a différents aspects dans notre vie. Comme par exemple sur vos bulletins, il y a les maths. Est-ce que tu as eu un bon bulletin? Tu peux regarder matière par matière, sujet par sujet, thème par thème. C'est un petit peu cette idée-là. Et enfin, les mélanges de plans. C'est possible de faire des mélanges de différents plans, bien sûr. Alors, je reprends mon sujet. Est-ce que j'ai une vie heureuse? Donc, je peux parler par exemple de mon enfance et de mon adolescence qui étaient difficiles. Difficile, difficile, difficile. Que j'ai une vie amoureuse qui était pas facile non plus, mais que ma vie professionnelle, par contre, elle est parfaitement réussie. Là, ici, par exemple, on serait dans le cas d'un plan chronothématique, c'est-à-dire qu'on a une chronologie au début. Euh, Mon enfance et mon adolescence. Et une adolescence, pourquoi j'ai mis un S? Tac, voilà. Désolé, mais ça me m'irritait l'œil. Ensuite, là, je reprends par contre des thèmes de ma vie d'adulte. C'est-à-dire que je ne parle pas, par exemple, de ma vie d'adulte en parlant de ma vie étudiante et ensuite de ma vie du moment où je suis passé à la vie active, mais en reprenant deux thèmes importants pour une vie d'adulte, c'est-à-dire le côté perso et le côté pro. Voilà. Donc là, je suis dans un plan chronothématique. La première partie est chronologique, la deuxième partie, elle est thématique. Alors, chose importante. Souvenez-vous que votre plan, il doit être équilibré. Il peut, par exemple, là, pour le sujet, c'est logique de garder le plan chronologique, comme on l'avait fait au début, c'est-à-dire parler de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'adulte. Mais, si je réfléchis bien, dans mes souvenirs, je me souviens pas trop de mon enfance. Je me souviens vraiment très peu de mon enfance. Mon adolescence, de mon enfance, il s'est rien passé d'extraordinaire, je ne me souviens pas trop. Pas trop de souvenirs. Je note par écrit, il n'y a rien trop qui me vient. Mon adolescence, un peu. Quand même, je me souviens, il s'est quand même passé plein de trucs durant mon adolescence, pardon, je me souviens de plein de choses. Et durant ma vie d'adulte, là, c'est récent, donc je me souviens de beaucoup plus de choses. Et là, si par exemple, je prenais un plan chronologique, si je devais parler de mon enfance, je ferais une page. J'écrirais une page. Si je devais parler de mon adolescence, pardon, je ferais 2 pages. Et ma vie d'adulte, je sais plein de choses, je ferais 3 pages. C'est pas bon, puisque on n'a pas un plan équilibré. Vous le voyez ici, 1 page pour mon enfance, 2 pages pour ma adolescence, 3 pages pour ma vie d'adulte. Donc du coup, là, vu que je suis malin, je vais faire un regroupement en me disant, ok, mon enfance, et en plus, ça c'est facile à faire dans un plan chronologique, mon enfance et mon adolescence, je les mets ensemble. Je les mets ensemble. Parce que là, si je cumule les deux, j'ai plein de choses à dire. Et ma vie d'adulte, je sais que j'ai plein de choses à dire. Donc du coup, là, je peux les mettre, vous voyez, ensemble, par exemple. Là, n'oubliez pas que vous pouvez éventuellement toujours faire des regroupements. Voilà. Pour permettre d'avoir un plan équilibré, permettre d'avoir toujours des choses à dire. Attention, il faut bien sûr bien apprendre ses cours, ça c'est super important de bien apprendre ses cours, mais également, il faut apprendre les plans du cours. Les plans du cours pour comprendre l'organisation de votre cours. Parce que lorsque vous allez chercher des sujets de plan en dissertation, en étude de documents, vous allez déjà chercher par rapport au cours que vous avez eu sur le même sujet. Et voir si ça match en partie ou pas. Si ça match
parfaitement en partie ou pas. Donc, il faut faire attention également à l'excès de par cœur. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément dans votre cours l'intitulé exact du même sujet le jour du bac. Il faut savoir donc réussir à faire un plan et pas juste faire du par cœur. Donc attention à l'effet de par cœur, mais soyez, lorsque vous apprenez votre cours, comprenez bien l'organisation de votre cours. C'est super important pour ensuite pouvoir faire un bon plan. Parce que oui, on attend de vous une réflexion, une argumentation, une organisation pour une réponse donnée, et pas une restitution tout simplement de connaissances, avec comme des textes à trous, ce que vous faisiez en 6e, quoi. Comment est-ce que je peux faire des sous-parties? En fait, c'est tout simple. Une sous-partie, c'est un plan dans le plan. Enfin, c'est même des plans dans le plan. Donc, c'est comme si votre grande partie, c'était un nouveau sujet, et que vous décliniez ensuite cette partie sous la forme d'un plan. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si je reprends ici... voilà, peu importe, hein. Ici, comment est-ce que je peux faire une partie sur ma vie amoureuse tumultueuse? Eh ben, je réfléchis à ma vie amoureuse, je le prends comme un sujet. Et finalement, ce que je peux faire, c'est que je peux me dire que j'ai rencontré une fille à un moment donné, c'est bien passé, et puis qu'après, j'ai rencontré une autre, ça s'est mal passé. Et voilà, en fait, j'ai pris, par exemple, ici, vie amoureuse tumultueuse, cette partie-là, j'ai fait comme si c'était un sujet. Et ensuite, j'ai essayé de faire un plan là-dessus, tout simplement. Un exemple ici, comment ma vie a évolué depuis ma naissance. Voilà. Donc, mon enfance, et ben là, du coup, je parle par exemple de ma petite enfance, hein, et puis ensuite de mes débuts à l'école. Donc là, vous voyez, j'ai décliné chronologiquement. Mon adolescence, je parle de mes années collège et de mes années lycée, encore une fois, une déclinaison chronologique. Et puis de ma vie d'adulte. Et là, je parle de ma vie professionnelle et ensuite de ma vie amoureuse. C'est-à-dire que là, je ne suis pas forcé de décliner à chaque fois mon plan chronologique par des chronologies elles-mêmes dedans. Je peux décliner de manière thématique, c'est-à-dire dans vos sous-parties. C'est pas parce que j'ai un plan chronologique que mes sous-parties seront chronologiques, et c'est ça pour tous les sujets. Donc, c'est vraiment lorsque vous faites vos plans dans le plan, c'est-à-dire vos sous-parties, prenez vraiment votre sujet, qui est le titre de cette partie, par exemple ici ma vie d'adulte, et ensuite essayez de faire un plan là-dessus où vous pourrez bien montrer justement les différents aspects de votre vie d'adulte. Attention, vous voyez que dans les cas de figure ici, j'ai toujours adapté ma problématique et mon plan pour que ce soit logique. Voilà. Essayez de le faire. Réellement, on voit bien ici que le sujet, c'est ma vie, mais suivant la problématique que je propose, j'aurai pas forcément le même plan, vice-versa. Alors, question classique, est-ce qu'on doit faire la problématique en fonction du plan ou le plan en fonction de la problématique? Logiquement, il faut mieux faire là, le plan en fonction de la problématique. Après, sincèrement, quel conseil je pourrais vous donner? Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Parfois, la problématique s'impose d'elle-même. Donc là, ça sert à rien de faire un autre plan. Et puis, vous voyez en fonction de. Et puis parfois, on vous donne le plan dans le sujet. Donc là, c'est l'inverse. Ça, j'ai pas de suggestion à vous poser, mais il faut que les deux, ça matche. Vous avez un sujet, la problématique répond au sujet et le plan répond à la problématique qui répond elle-même au sujet. Voilà. Donc d'accord, vous allez me dire, ta vie elle est intéressante, mais en AGLSP, ça se passe comment? Donc là, l'objectif, on va faire un petit exercice. N'hésitez pas à mettre pause. C'est trouver des plans en fonction des sujets qui sont donnés. J'ai pris délibérément que des sujets d'études de documents, parce que j'ai trouvé sur YouTube une vidéo qui est très bien faite sur les sujets de dissertation. Et donc, je vous la mettrai en lien. Mais là, j'ai pris délibérément que des sujets d'études de documents. Premier exemple, les limites à la croissance. Sujet, analyser ce texte de façon critique afin de montrer tension et les rapports entre modèles, etc. depuis le rapport Meadows. Donc, ici, donc là, vous avez le texte, vous réfléchissez, vous avez le droit de mettre pause. Donc, deux indices ici nous poussent à choisir cette espèce de plan chronologique factuel, puisqu'on a dit que ça se ressemblait entre cause l'événement, machin. Donc, ici, on le voit bien avec l'organisation des paragraphes du texte, mais surtout avec la consigne, avec les mots depuis. Les mots depuis, le mot depuis, c'est un très très gros indice au niveau du plan anxieux. Donc, par exemple, on pourrait faire une première partie sur le rapport Meadows, voilà, un texte prophétique, hein. Ensuite, qu'on a eu 30 années de progrès et aujourd'hui que la situation elle est catastrophique. Donc là, on a une première partie, on voit le fait en lui-même.
et son impact dans l'avenir. Voilà, pardon, le fait en lui-même. Et après, on décline chronologiquement le reste. Donc là, vous voyez, on a déjà ici un premier mélange de plans. Deuxième exemple, le monde, les États-Unis et le monde depuis la Première Guerre mondiale. Encore une fois, le mot depuis. Vous expliquerez, blablabla, en quoi ce document montre l'affirmation de la puissance depuis 1945 selon le président Obama. Là, vous avez le document, vous avez le droit de mettre pause, c'est pas interdit dans les règles de YouTube. Alors, ici encore, la consigne avec depuis, ça nous aiguille un peu. Alors, on pourrait, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, on peut faire un plan thématique et puis on décline chronologiquement le plan thématique. C'est-à-dire, je parle de, par exemple des États-Unis, du soft power américain, pardon, et puis ensuite, je dis que le soft power il était nul avant et qu'aujourd'hui, il est bien, et qu'au niveau de l'armée, bah, avant, c'était nul et là, c'est bien. Mais, on sent ça va être compliqué de le mener à bien, ce plan. Quand on voit le texte et tout, on sent qu'on se complique la vie, en fait, pour rien. Et en fait, il faut toujours chercher à faire le plus simple possible. À faire le plus simple possible. Et donc là, du coup, ici, le plan chronologique s'impose. On pourrait par exemple parler de l'affirmation de la puissance américaine. On parle d'abord de superpuissance américaine pendant la guerre froide, de l'hyperpuissance après la guerre froide jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et aujourd'hui, on a une puissance qui est menacée avec les limites de la puissance américaine, mais dans le même temps, ça reste la première puissance économique mondiale. Donc là, on voit c'est intéressant parce qu'on a des sous-parties pour le premier point qui sont chronologiques. Et ensuite, on prend un plan dialectique pour l'autre partie avec le non, c'est pas, c'est plus une puissance. Mais oui, c'est quand même une puissance. Et donc là, on voit justement comment est-ce qu'on peut décliner ici dans les premiers exemples que je vous ai donnés des sous-parties. Troisième exemple, l'affaire Dreyfus. Quel rôle la presse a-t-elle joué dans la mobilisation et l'évolution de l'opinion publique au cours de l'affaire Dreyfus? On voit les documents. Alors, en étudiant bien les documents ici, on peut faire le fameux plan analytique. Pour voir, on a voilà, un événement, l'affaire Dreyfus, l'opinion et l'affaire Dreyfus, le « et » il est important, ça veut dire que l'un joue avec l'autre, et si vice-versa. C'est-à-dire que l'opinion influence la lecture de l'affaire Dreyfus, mais l'affaire Dreyfus aussi influence l'opinion quelque part. Le plan analytique ici, comment est-ce qu'il va se décliner? On va dire qu'on va faire un constat, du coup, que l'affaire Dreyfus, pardon, c'est un marqueur sociétal, ça marque les gens. Avec la presse, hein, puisque l'opinion, évidemment, elle se manifeste avec la presse. Donc, on a une évolution des points de vue avec une présence de la presse antisémite. On est sur un constat. Ce constat, il pousse à des défis sur différentes institutions. Sur l'armée, comment l'armée va réagir par rapport à l'affaire Dreyfus, sur la justice, sur l'Église. Là, du coup, constat, enjeu. Et du coup, une typologie ensuite dans une deuxième partie, pour voir que l'opinion publique, elle est mobilisée sur différents points, qu'on a une médiatisation de l'affaire, et le rôle des élites, comme par exemple Zola, qui est une élite intellectuelle et sociale. Donc là, ici, on est dans le cas du plan que j'avais mal expliqué lorsque je racontais ma vie, du fameux plan analytique AGGSP, hein, avec un constat. On constate quelque chose. Ce constat, il fait que ça nous donne des défis à relever sur différents points. Ici, on le voit, c'est sur les institutions. Et que ça nous invite finalement à dresser une typologie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opinion publique ici par rapport au sujet, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Quatrième exemple. Ici, les États-Unis et la question environnementale, le cas de Pittsburgh, qui est une ville américaine. Montrer que Pittsburgh connaît une trajectoire particulière par rapport à la politique environnementale états-unienne. Le document, les documents. Donc, comme le sujet ici, le plan du cours, et puis même à la limite le sujet, hein, bien sûr, trajectoire particulière, c'est-à-dire qu'elle se distingue d'une volonté d'autres acteurs, plus globaux. Vous avez compris? Ici, Pittsburgh, c'est une ville écolo, alors que Trump, lui, il n'est pas spécialement écolo. Donc là, on est dans le cas d'un plan scalaire, c'est-à-dire finalement le rôle des différents acteurs par rapport à la question qui est posée. Ici, par exemple, on pourrait parler de l'impact de la politique américaine sur le plan mondial. Voilà. Ensuite, on voit qu'aux États-Unis, il y a plusieurs acteurs, notamment un acteur en particulier, ici, la ville de Pittsburgh. Plan multiscalaire classique.
Et si vous regardez bien le plan sur les États-Unis en terminale, on vous invite à faire ça. Un autre exemple, que j'avais oublié de répertorier d'ailleurs, pas grave. Controverse de Valladolid. En quoi il témoigne des débats moraux autour de la question des Amérindiens? Vous avez deux documents. L'un qui est pour la conquête, les Amérindiens sont des moins que rien, et l'autre qui est contre. Donc ici, du coup, on va pas faire être pour et être contre. Hein, c'est le plan dialectique, vous ne pouvez pas le faire ici. Parce que si vous le faites, et ça c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, vous ne croisez pas les documents. Effectivement, si on n'avait qu'une dissertation comme ça, pour et contre, why not? Mais là, avec les documents, c'est impossible. Parce que vous devez mettre les documents à chaque fois en lien. Le plan scalaire, c'est pas possible non plus, hein, parce que là, on compare deux documents. Bon, vous me direz, oui, mais là, avant, on avait comparé les deux documents et tu as fait un plan scalaire. Là, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il faut reprendre, regarder dans le texte et voir différents thèmes qui sont abordés dans les deux documents. Et par exemple, les deux documents font part de la description des Indiens. Alors, je pourrais dire, machin est contre les Indiens, lui, il dit qu'ils sont bien. Pareil pour la description des Espagnols. Et enfin, pour le droit à la conquête. Donc là, j'ai regardé les différents thèmes présents dans les documents. Un autre exemple. Comment ces documents témoignent des ambitions du procès de Nuremberg au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Alors, ici, on est dans le cadre d'un événement précis, le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, donc on va voir que ce procès il est important et qu'il a eu des répercussions. Donc là, le plan factuel, il est pertinent. Parce que du coup, ce que vous allez faire les causes. Enfin, ici, c'est plutôt les objectifs du procès de Nuremberg. Pourquoi est-ce que le procès de Nuremberg a eu lieu? Pour juger les criminels nazis. Le déroulement d'un procès inédit. Donc le procès en lui-même, hein, c'est important d'en parler quand même. C'est le titre du sujet. Et enfin, les conséquences du procès, c'est-à-dire que ce procès va servir, entre guillemets, de modèle. Ça va être la première fois qu'on juge les criminels de génocide. Et après, on aura ce que vous verrez en cours en terminale ou ce que vous avez déjà vu, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, etc. Donc, cause, ici plutôt objectif, hein, l'évolution du fait en lui-même, et enfin les conséquences. On est dans le cadre d'un plan factuel. Un autre exemple, Clausewitz et les conflits contemporains. Du coup, la conception clausewitzienne de la guerre permet-elle de comprendre les conflits aujourd'hui liés au djihadisme? Deux documents. Donc on voit finalement dès la consigne qu'on est dans le cadre d'une question fermée. Donc tout de suite, on se dirait que le plan dialectique, il est adapté puisque c'est une question fermée. Effectivement, ce qu'on va faire, hein, avec la consigne et document, c'est de voir que les théories clausewitziennes s'adaptent encore aujourd'hui. Donc c'est le oui, mais que dans un sens, Clausewitz est dépassé, c'est le non. On est dans le cadre d'un plan ici dialectique. Et rien que finalement, en lisant la consigne, on avait déjà un indice du type de plan qu'on pouvait avoir. Donc soyez attentifs à ça. Ensuite, dernier exemple, en fait, c'est pas le 7e, c'est le 8e, parce qu'à un moment, j'ai oublié de. Bref. Les enjeux mémoriels de la guerre d'Algérie en analysant les documents et en les confrontant, blablabla. Présenter les enjeux mémoriels de la guerre d'Algérie. Donc là, on voit une consigne extrêmement vague, les enjeux mémoriels de la guerre d'Algérie. On n'a pas de questions précises, on va devoir se débrouiller avec ça. Alors, ici, c'est intéressant de faire un plan dialectique pour savoir finalement si les mémoires, elles sont apaisées. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi finalement à. Voilà, est-ce qu'on puisse parler de la guerre d'Algérie dans la société, entre les Français et les Algériens, entre les Algériens, entre eux, les harkis, les non-harkis, entre les pieds noirs, ceux qui ont été au combat, etc. etc. Est-ce que c'est facile de parler de la guerre d'Algérie aujourd'hui en France, et puis même en Algérie aussi, vous le verrez dans le cours? Oui ou non? Donc là, on se dirait, c'est intéressant finalement de faire un plan oui-non. Oui, les mémoires sont apaisées quand même, ça fait un moment que la guerre d'Algérie elle est passée, les accords d'Évian, etc. Mais il reste encore des séquelles, les gens restent encore marqués par la guerre d'Algérie. Donc là, on se dirait oui et non. Mais en même temps, si je fais ça, est-ce que j'aborde tout le sujet? Parce que la guerre d'Algérie, quand même, c'est un conflit et les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est complexe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore là? Et donc là, c'est intéressant de faire finalement une typologie de ce qui se passe pour voir si les mémoires de la guerre d'Algérie sont apaisées ou si
elles ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai oublié de le mettre, je suis désolé. On pourrait faire une première partie, justement, en parlant justement du fait que les enjeux mémoriels sont encore... Enfin, il y a encore des... Pourquoi est-ce que la guerre d'Algérie, les mémoires de la guerre d'Algérie, ça a toujours été un problème, etc. Donc là, voilà une première partie typologique. On explique quels aspects ça a été un problème. De le dire que finalement, c'est encore un problème aujourd'hui, mais que les mémoires se sont quand même apaisées. Donc là, ici, j'ai oublié de le mettre, je suis désolé. On a bien dans le cadre d'un plan dialectique, mais avec une partie typologique. Enfin bref, on a mélangé un petit peu les plans. Quelques conseils du coup pour réussir. Premier conseil, regardez les indices dans le sujet. Voilà. Soyez malin, regardez les indices qui sont laissés dans le sujet. Parfois, on vous dit même le plan à faire. Alors, à quoi bon s'embêter? Ensuite, être serein par rapport à toute cette théorie. Voilà, alors d'un devoir, évitez de vous poser trop de questions. Oh là, je suis dans le plan factuel et là, je suis dans le plan scalaire. Ah, je dois faire un plan scalaire et un plan... Non. Voyez quels sont les différents plans possibles. Parfois, c'est évident que vous ne pouvez pas adapter tel plan à tel sujet. Parfois, c'est moins évident. Testez-les. Dites, alors, si je fais ce plan-là, ça fonctionne. En plus, j'ai un plan équilibré, j'ai les connaissances pour répondre à ce plan-là, c'est bon. Top. Le document, en plus, je peux mettre des citations dans la première partie, dans la seconde partie, ça fonctionne super. Ah bah non, là, je suis OK. Donc là, si ce plan-là, il s'adapte bien au sujet, mais si je le fais, la première partie, je veux bien réussir à la remplir, mais la seconde, moins, ça fonctionne pas. Il faut tester, il faut faire des tests, évidemment, lorsque vous allez avoir votre sujet. Mais évitez d'être trop proche d'une théorie qui vous pourrait le crâne. Testez, essayez de faire des plans. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, du coup, le dernier conseil qui est le plus important, c'est de vous entraîner. Voilà. Vous entraînez. Clairement, vous entraînez. Donc, vous prenez des sujets de dissertation, vous prenez des sujets d'études de documents, vous vous abonnez à des sites comme sur les annales du bac, etc. Il y en a plein. Et vous testez. Vous essayez, voilà. Vous avez votre prof, monsieur, madame. J'ai essayé de faire un plan sur tel sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bah, c'est comme ça, quoi qu'il en soit, que vous allez progresser, que ce soit dans l'élaboration de vos plans en dissertation, en études de documents, c'est comme ça que vous allez progresser. Donc, il y a pas 10 000 solutions, hein, voilà. Moi, je connais toutes les règles du foot, aussi bien que peut-être que Messi, et pourtant, je suis nul au foot. Ben, parce que peut-être que j'ai pas assez de talent, bon, ça, ok, mais je me suis pas assez entraîné. En maths, vous pouvez connaître toutes les formules de maths, mais vous n'êtes pas capable de les adapter à chaque situation. Et bien là, c'est la même chose. Vous aurez beau connaître les différents plans, il faut s'entraîner et essayer d'adapter. Voilà, il n'y a pas de secret. Il faut vous entraîner pour être serein et pour réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, malgré les petits couacs au niveau des petits oublis. Et puis, au revoir.